Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Bienvenue aujourd'hui pour une vidéo qui va faire suite à une trend de TikTok que j'ai vue, c'est la première fois que je fais ça. J'ai attendu quelques semaines avant de faire cette vidéo parce que je voulais vraiment être sûr que ce n'était pas un feu de paille, parce que c'est vrai que des fois il y a certaines vidéos qui se font sur TikTok qui percent et puis après forcément ça ne perce plus parce que tout simplement c'était juste un one shot. Mais là c'est vrai que ça fait vraiment quelques semaines que je vois énormément de TikTok qui réhabilite complètement le film Batman Forever, et donc c'est pour ça que la vidéo s'intitule « Et si Batman Forever était en réalité un bon film ?» Pour être un peu franc avec vous dans le contexte de cette vidéo, le film je l'ai revu hier, j'ai pris énormément de notes, donc comment va se présenter la vidéo? C'est simple, à chaque fois que j'aborderai un point, je donnerai mon avis que j'avais par le passé et qui maintenant a évolué forcément. Je pense que ça va être très important vu qu'on parle d'un film qui est réévalué, de donner l'avis que j'avais lorsque je l'ai vu il y a maintenant plusieurs années pour être très honnête, et l'avis que j'ai maintenant en étant adulte et en ayant revu le film, comme je l'ai dit il y a quelques heures seulement. Et donc, à la fin de cette vidéo, nous serions aptes à pouvoir justement dire si oui ou non Batman Forever est un bon film. Pour mettre un petit peu de contexte historique autour du film, le film est produit par Tim Burton mais n'est pas réalisé par celui-ci qui avait réalisé pourtant Batman, premier du nom, ainsi que Batman Returns ou Le Défi en français. Cette fois-ci c'est Joel Schumacher qui va s'occuper de la réalisation du film. Le casting a lui aussi changé puisque Michael Keaton n'a pas repris son rôle, par contre Val Kilmer va le remplacer dans le rôle de Bruce Wayne / Batman. Nous avons aussi Harvey Dent qu'on pouvait voir dans Batman de 1989, joué par Billy Dee Williams, qui a été remplacé cette fois-ci par Tommy Lee Jones. Et le film, dans sa globalité, va mettre du coup en scène Batman contre Doubleface et le Riddler, ou plutôt le Sphinx comme ils disent dans le film, ou encore l'homme mystère comme vous préférez. Je dirais l'homme mystère parce que c'est la manière dont j'ai plus l'habitude d'appeler le personnage. Et nous avons aussi l'arrivée de Dick Grayson, donc du futur Robin, qui est assez intéressante dans ce film, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va suivre un Bruce Wayne qui est plutôt torturé, d'ailleurs ça va être plutôt bien mis en avant par le film. On sait d'ailleurs, et ça j'en parlerai plutôt en fin de vidéo, qu'il existe une Schumacher Cut qui était beaucoup plus sombre et beaucoup plus axée sur le côté psychologique, ce qui a été malheureusement un petit peu effacé dans ce film par moment, mais il reste tout de même des traces de ce qui devait être à la base vraiment une torture pour le personnage de Bruce Wayne. D'ailleurs Bruce devra plus ou moins, alors ce sera plus ou moins abordé d'une manière plus ou moins maladroite par moment, jauger entre sa personnalité de Batman et sa personnalité de Bruce, notamment dans sa relation avec le docteur Meridian, joué par Nicole Kidman. Donc voilà, le contexte du film étant maintenant planté, je vais vous donner l'avis avec lequel je partais avant mon revisionnage. Il faut savoir que Batman Forever, très honnêtement, j'ai dû le voir 2 fois dans ma vie avant le revisionnage. Maintenant nous sommes à 3. Une fois j'étais vraiment enfant, une fois j'étais plus ou moins en fin d'adolescence, et du coup je l'ai vu maintenant il y a quelques heures. Mais donc mon avis avant d'avoir revu ce film, c'était que le film était tout simplement pas très bon quoi, il était vraiment mauvais, et honnêtement je n'y trouvais aucun point fort. Le seul point fort que je lui trouvais, c'était qu'il était meilleur que Batman et Robin. Donc très honnêtement, quand je me suis relancé dans le revisionnage, et surtout comme je vous le dis, quand j'ai vu cette trend qui réhabilitait complètement le film, j'étais en mode, oula, est-ce qu'on a vu le même film? Est-ce qu'on n'est pas dans une période, c'est vrai que les années 2000, on a eu beaucoup de films qui pouvaient être par moments un petit peu moyens, se faire réhabiliter, par moments de manière justifiée, parce qu'il y a des films qui étaient bons et pour le coup juste en avance sur leur temps. Exemple, la prélogie Star Wars a été largement réhabilitée maintenant, mais en même temps elle était déjà très bonne à l'époque, c'est juste qu'elle était je pense trop en avance sur son temps. Par contre, on a des films, c'est vrai, là imaginons Batman Forever actuellement, qui est en train de se faire réhabiliter, pourtant le film initialement n'a vraiment pas la bonne cote, et par moments pour des raisons qui sont justifiées. Je vais commencer par parler de la musique du film, et notamment du thème principal fait par Elliot Goldenthal. On quitte vraiment cet aspect très sombre et gothique de Danny Elfman, on part plus sur une musique maintenant qui est très enjouée je trouve, elle reste assez sombre cependant, elle reste tout de même dans un rythme de Batman, mais on a plus ce côté très gothique qu'apportait Danny Elfman, et pour le coup la musique du film est vraiment bonne, elle est même excellente je trouve. Là-dessus il n'y a rien à dire, le thème principal il est marquant, je trouve qu'il est très impactant, et justement il aide beaucoup ce personnage de Batman dans le film, en plus de ça il est vraiment bien utilisé. Pour le coup la musique du film, c'est un point fort, c'est un point fort clair du film, elle est très bonne. Et alors pour être très honnête avec vous, je n'avais pas d'a priori là-dessus, parce que je n'avais absolument aucun souvenir par contre des musiques du film, je vais être très honnête avec vous. Après il faut aussi prendre en compte le fait qu'on passe quand même Batman 89 avec Danny Elfman, avec Prince notamment, avec vraiment beaucoup d'artistes qui ont eu un succès colossal. Il y a même eu forcément la musique Party Man faite par Prince spécialement pour ce film qui a fait un buzz énorme. Une musique cette fois-ci
composé par un seul homme, Elliot Goldenthal. Alors par contre, le gars est extrêmement talentueux, il a déjà gagné des Oscars, hein, notamment pour ses bandes originales, c'est pas ce que je dis, mais ce que je dis, c'est que forcément, quand vous avez quelqu'un comme Prince qui participe à la bande originale de votre film, elle va être automatiquement plus mythique, parce que le personnage de Prince, forcément, met en avant la musique. C'est logique. Mais franchement, sur ce Batman Forever, et d'ailleurs j'avais vu pas mal de personnes qui disaient que c'était leur thème de Batman préféré, franchement ça s'entend clairement, parce que vraiment la musique est très très bonne. Maintenant parlons un petit peu d'un point beaucoup plus faible pour moi, et vraiment qui est handicapant sur ce film. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais agacé, mais le duo d'antagonistes, c'est une catastrophe, c'est une calamité totale. Que ce soit Tommy Lee Jones en Double Face, ou surtout Jim Carrey en Homme Mystère, c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Alors je vais commencer par Tommy Lee Jones parce que c'est quand même celui des deux antagonistes qui s'en sort le mieux. Franchement, il surjoue mais vraiment énormément tout le long du film. C'est assez agaçant par moments et paradoxalement son personnage de Harvey Dent n'est pas tant raté que ça. Le problème de son Harvey Dent en fait, c'est qu'on en a fait un soft Joker. Des fois on a l'impression de voir un petit peu le Jack Nicholson du pauvre, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment calqué sur la personnalité du Joker du Batman de 89 et on l'a mise sur Double Face, et sauf que ce n'est plus Jack Nicholson, c'est Tommy Lee Jones. Et c'est vraiment hyper dommage parce que quand on connaît le talent de Tommy Lee Jones qui est vraiment fait pour jouer des personnages très torturés, et Double Face, ça tombe bien, en est un, on aurait pu faire vraiment quelque chose de hyper sombre. Je pense que ça aurait vraiment pu suivre la vibes un petit peu des premiers films. Malheureusement là il y a un côté très carnavalesque qui va aussi tourner tout autour du film d'ailleurs. Mais franchement le jeu d'acteur de Tommy Lee Jones dans ce film, on voit qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire bien évidemment. On va pas dire non plus qu'il est hors jeu parce que il est dans le jeu qu'on lui a demandé de produire. Par contre il est clairement hors jeu par rapport au personnage de Double Face. Pour moi on est très loin de ce qu'on doit attendre de ce personnage. Exemple, Aaron Eckhart dans The Dark Knight a fait une bien meilleure performance. Et cela de très loin. Et si on veut prendre une très très bonne adaptation justement de Double Face, on peut prendre par exemple celle qui a été faite dans la série animée de Bruce Timm, ou encore les jeux vidéo Arkham. Là on aurait eu vraiment quelque chose où Tommy Lee Jones aurait bien pu jouer la chose. Mais par contre là en faire vraiment un personnage Joker 2.0 pas terrible, il fait que rigoler, enfin il est agaçant. Franchement il est agaçant, mais ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à Jim Carrey qui est une catastrophe dans le rôle de l'homme mystère. Franchement, il n'a pas compris le rôle. Joel Schumacher n'a pas compris le personnage non plus. Il est en constante roue libre pendant tout le film. C'est une catastrophe. En fait, c'est Jim Carrey qui fait du Jim Carrey, mais vraiment d'une manière hyper caricaturée. Et c'est tellement agaçant. C'est tellement agaçant parce qu'en plus de ça, pour un antagoniste, l'homme mystère a vraiment des motivations qui sont très nulles. Faut dire ce qui est. Elles sont pas dingues et puis en fait ça accentue le fait que les personnages sont très cons dans ce film. Alors c'est à dire que l'homme mystère, donc Edward Nygma, en français ça m'a fait rire par contre, Nygma, ils ont pas dit Nygma, mais donc Edward Nygma est un grand fan de Bruce Wayne, il en peut plus, hein. Il est c'est un fan absolu de Bruce Wayne, il rêve d'être comme lui. Bruce Wayne va un peu le calmer un moment lorsqu'il va lui présenter son projet ultra farfelu. Pour le coup il le recale vraiment à très juste titre, et d'un coup il se met en tête que... ah non, ça se passe pas comme ça quoi, on me la fait pas à l'envers, et d'un coup il pète un câble, alors en fait il fabrique une sorte de machine si vous voulez, qui affiche une sorte de télé en 3D, mais ça aspire en réalité l'intelligence des gens pour que lui, il puisse la récupérer. Alors sur le papier ça peut être assez marrant, ça peut être assez sympa, mais c'est tellement mal exécuté, c'est vachement dommage, parce qu'en fait ce qui va se passer au fur et à mesure du film, c'est qu'au début il va tester son invention, ça va marcher, d'un coup il va la commercialiser, donc tout le monde va l'acheter. Et le problème, c'est que tout le monde l'achète, et en fait, on voit littéralement dans le ciel à un moment des sortes de flux verts, si vous voulez, qui vont jusqu'à la base de l'homme mystère et qui vont dans son cerveau directement. Et je veux dire, la population ne se dit pas qu'il y a un problème, finalement. Toute la population continue d'acheter, défend Nygma, c'est ce qu'on nous dit littéralement dans le film, que malgré que certaines personnes remarquent que les gens deviennent des zombies après l'utilisation, on continue de le défendre. Donc clairement, en plus de ça, c'est vrai que les personnages sont assez cons dans ce film, et d'ailleurs ça ne se limite malheureusement pas que aux personnages de, j'ai envie de dire, de l'arrière-plan, des fois ça va même aux personnages du premier plan, et ça j'en parlerai un petit peu plus tard, mais franchement, l'homme mystère dans ce film, c'est une catastrophe, et j'en parle même pas du design du personnage, cette couleur de cheveux rouges, le fait qu'il soit avec des collants, enfin c'est une catastrophe ambulante. Prenez la performance de Paul Dano dans le rôle justement, et là vous avez quelque chose, ou encore Cory Michael Smith dans Gotham, qui avait su parfaitement allier ce côté très froid du personnage tout en restant dans un côté carnavalesque par moment. Mais là Jim Carrey c'est du grand n'importe quoi, il est en roue libre, et franchement ça vous sort du film par moment, parce qu'il y a des personnages, exemple Batman, j'y viendrai après, ou encore Robin, qui ont vraiment des motivations très sérieuses, et d'un côté vous avez lui qui est complètement hors du commun. Alors par contre, chose qui a été réussie avec le personnage, il faut être quand même un peu plus nuancé,
c'est que lorsqu'il va avoir le succès, qu'il va devenir cet homme d'affaires un petit peu publiquement, il y a une scène assez drôle, c'est qu'il va inviter toute j'ai envie de dire la haute société de Gotham pour présenter son invention, donc forcément il va inviter Bruce, et en fait il va copier littéralement Bruce sur tous les points, la même tenue, la même coiffure, les mêmes gimmicks, et ça j'ai trouvé ça par contre vachement drôle, comme scène, c'était vraiment une bonne scène pour le coup, et je trouve ça dommage justement parce que dans cette scène, si vous voulez, le personnage est beaucoup plus humble, plus réservé entre guillemets, il est pas autant haut en couleur, et du coup ça marche bien en fait, ça marche très très bien, si Jim Carrey n'avait pas été en live pendant tout le film, je pense que ça aurait vraiment aidé. Par contre, clairement, il y a un problème même de design pour Doubleface. Enfin, Doubleface, j'ai pas trop aimé son design, je le trouve pas beau très honnêtement. Par contre, ce que j'ai bien aimé avec Doubleface, qui n'a pas été fait avec l'homme mystère, c'est qu'on a vraiment bien accentué sa caractéristique avec la pièce pile ou face justement. Et c'est d'ailleurs ce qui causera sa perte dans le film. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Et d'ailleurs les scènes où il fait le coin flip sont vraiment bien faites. Franchement, elles sont bien faites. Et j'ai trouvé ça assez sympathique, tandis que comme je l'ai dit, l'homme mystère malheureusement, alors son côté énigme est vraiment mis en avant pour le coup, mais ça manque de quelque chose. En fait on essaie d'en faire un savant fou, mais en fait il devient tellement, ça part tellement en live que c'est une catastrophe. Et du coup plus jeune, avant mon revisionnage, quels étaient mes a priori? Bah ils étaient beaucoup plus négatifs que ça dans ma tête, clairement. Alors l'homme mystère ça n'a malheureusement pas changé, pour moi il est raté, y a rien qui va, mais pour le coup Doubleface c'est vrai que j'avais eu énormément de mal en étant jeune, j'avais pas du tout aimé non plus, mais pour le coup maintenant, c'est vrai que il est pas très bien fait comme je l'ai dit, mais c'est pas la catastrophe annoncée, vous voyez ce que je veux dire? Il est très moyen en fait, il est pas très mauvais, il est très moyen, c'est pas dingue, mais ça passe. Par contre, aussi quelque chose que j'ai trouvé vachement bien dans ce film, c'est les costumes des sbires de Doubleface, justement avec cette cagoule en fait qui est scindée en deux, un côté noir, un côté rouge, leur petite Thompson avec le chargeur en néon. Franchement c'était haut en couleur pour le coup, mais c'était bien réussi je trouve, et c'était très intéressant à voir, c'était très cool. En fait ça va bien avec l'ambiance du film, et justement ça va me permettre de faire un petit saut sur le prochain sujet, c'est les décors du film. Alors les décors du film, très honnêtement, c'est mitigé. Je pense qu'il y a du très bon et du très mauvais. Dans le très bon, je vais classer certains endroits, par exemple la Batcave est extrêmement bien faite, l'appartement de Nigma, il est très marquant, parce que justement c'est un appartement très serré, on voit déjà beaucoup de couleurs, vertes, rouges, noires, une sorte d'attraction si vous voulez, avec un homme mystère en carton, enfin bref, une sorte de petit Akinator, ça s'appelle comme ça la chose il me semble, très intéressante. Le repère de Doubleface, j'ai trouvé ça vraiment cool et ça va bien avec le film en fait. Si vous voulez, quand il est dans son repère, il y a une partie où on voit son côté démon, une partie où on voit son côté ange. Il a deux femmes avec lui en plus de ça, une qui est habillée en démon du coup et une autre en ange. Et vraiment l'ambiance elle est extraordinaire. Le film, comme je l'ai dit, suit un côté très cartoonesque, mais clairement il y a des moments où ça marche très bien. Comme je l'ai dit, quand il est dans son repère Doubleface, moi je trouve que c'est vachement bien fait, et notamment aussi dans le combat final, la base de Nigma est vraiment bien faite aussi. Alors encore une fois, dans la crédibilité par rapport au film précédent, c'est un peu compliqué, mais clairement là c'est du cartoonesque qui est largement assumé et qui est franchement bien fait. Après, l'autre endroit que j'ai bien aimé dans le film, c'est bien évidemment le garage de Bruce Wayne, lorsqu'il amène Dick Grayson, qui lui montre ses voitures, etc. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'assez sympathique. Mais clairement, au niveau des décors, bah on n'a pas trop à se plaindre. Là où c'est pas terrible, par contre, c'est lorsque ça fait des décors en CGI. La CGI du film, les modélisations sont dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Pour l'époque, c'est déjà en retard sur sa propre époque. C'est pas beau en fait. Ce n'est pas beau. Même Wayne Enterprise, qui est plutôt bien faite. Alors, encore une fois, dans un aspect très cartoon, mais ça va encore. Un moment, il y a, si vous voulez, Nigma va tuer le chef d'atelier, plus ou moins. Je sais pas si c'est vraiment son rôle, mais en tout cas, le chef d'atelier. Et là, on a une CGI vraiment extraordinairement dégueulasse, de lui qui tombe dans de la flotte. La flotte, elle est catastrophique. Enfin, franchement, c'est vraiment pas le point fort du film. La CGI, il faut être très honnête, c'est vraiment pas beau. Et puis des fois, il y a certains environnements, notamment au début, lorsqu'on est dans une scène où il se bat dans une banque. En fait, ça fait vachement studio, si vous voulez. Ça, c'est le problème de certains intérieurs qui se voulaient être moins farfelus et plus neutres. C'est qu'on voit que c'est du studio. En fait, ça fait un peu le symptôme de certains films des années 90 où le décor fait cheap. Et en fait, le film, justement, souffre de ce point-là. Donc très honnêtement, au niveau des décors, j'étais vachement agréablement surpris. Mais ce qui m'a le plus agréablement surpris, c'est le Gotham de Joel Schumacher. Alors, il est plus coloré que celui de Tim Burton, cependant, il garde un style très baroque.
et il garde une identité visuelle qui lui est propre. Encore maintenant, franchement, il est unique, et ça j'ai trouvé ça très cool, parce que c'est vrai que Gotham fait partie intégrante du personnage de Batman et de l'univers. Un Gotham trop fade, ou trop ressemblant à la réalité, par exemple dans la trilogie de Nolan où ça devient littéralement New York en fait, clairement, bah en fait je trouve que ça enlève quelque chose. Et là pour le coup Schumacher il a vraiment réussi son pari avec son Gotham qui est, comme je l'ai dit, dans l'ambiance du film, il est très cartoonesque mais il est très réussi aussi. Et les habitants de Gotham sont aussi très bien faits, notamment les bandits etc. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais franchement carré. Très clairement pour le coup j'avais un a priori plutôt négatif aussi à la base, mais franchement très bien. Il était très bien cet environnement justement dans le film, l'environnement global, etc. Les décors sont vachement bien. Alors après clairement je préfère largement le Gotham des films de Burton, mais pour le coup comme je l'ai dit le changement d'ambiance il est là, au moins Schumacher a tenté quelque chose de différent pour le coup, ne s'est pas contenté de juste recopier ce qui avait été fait par Burton, et d'ailleurs ça se verra notamment dans ces deux films, hein, pour le coup il a pas du tout fait du Burton, donc c'était franchement assez intéressant pour le coup, et ça mérite vraiment d'avoir son petit coup d'œil et de tirer son chapeau, parce que c'est vrai que le film a quand même quelques points forts qu'il faut souligner. Maintenant qu'on a parlé des antagonistes, parlons des protagonistes et parlons du grand protagoniste, j'ai envie de dire, parlons de Batman, joué par Val Kilmer. Comment est Batman dans ce film? Parce que c'est vrai que quand on regarde, avant on a celui de Michael Keaton, qui est hyper sombre, très imposant, très intimidant, et celui d'après c'est celui de George Clooney qui est d'un ridicule complet. Mais du coup concrètement, qu'est-ce que ça donne Val Kilmer dans le rôle? Honnêtement en étant plus jeune, j'avais pas trop été marqué par sa performance plus qu'un autre, je vais être très honnête avec vous, et j'avais pas trouvé son Batman extraordinairement bien. En fait ça avait fait ni chaud ni froid. Pour le coup, c'était une erreur de jeunesse, je pense, parce que ce Batman a vraiment des choses à apporter, et sur le coup, je me dis même que c'est la chose qui doit être le plus réévaluée dans ce film, c'est le Batman de Val Kilmer, parce que c'est vrai que parmi tous les acteurs de Batman, celui dont on parle le moins, c'est celui-ci. Pourtant il y a eu celui de George Clooney qui est bien pire, et pour le coup celui de Val Kilmer, bah il a ses qualités. Il a des défauts, mais il a ses qualités. Dans les qualités, je vais parler vraiment du personnage de Batman pour le coup, il est bon et vertueux. C'est-à-dire que là, il est vraiment plus héroïque. On le voit moins comme un chevalier noir pour le coup, ça c'est vrai. Il est beaucoup moins intimidant aussi, dans le sens où il a une tenue qui est beaucoup plus fine. Il n'est pas... si vous voulez, quand vous regardez dans Batman de Tim Burton, Batman est une armoire à glace, littéralement. Il est tellement massif même que Michael Keaton ne pouvait pas bouger son cou dans le premier. Là, on est sur un Batman qui est beaucoup plus fité, il est beaucoup plus fin, donc forcément, il est beaucoup moins imposant. Par contre, dans les scènes d'action, il est vraiment hyper mobile, et donc ça donne des scènes d'action très bien rythmées. D'ailleurs, en général dans le film, les scènes d'action sont extrêmement généreuses. Des fois, ça part vraiment très loin en termes de spectacle, mais justement, quand on se met dans le contexte du film, bah c'est des moments très divertissants pour le coup. Et les scènes d'action, du coup, le fait que ce Batman soit beaucoup plus fin et beaucoup moins imposant permettent justement d'avoir des combats beaucoup plus acrobatiques, donc c'était vachement intéressant. Par contre, on va parler justement de ces fameuses scènes où il se met en tenue. Pour moi, ça, c'est pas possible, monsieur Schumacher. C'est pas possible de faire des gros plans comme ça sur les fesses de Val Kilmer qui est en train de mettre son costume ou quoi que ce soit. C'est pas terrible du tout. D'ailleurs, ce sera accentué dans Batman et Robin, c'est vraiment une catastrophe. Je n'aime pas du tout ces scènes-là, pour le coup. Et la première tenue du Batman de Val Kilmer, je suis pas un très grand fan du design, pour être très honnête, ça fait un peu celle justement des films précédents, mais comme je l'ai dit, en beaucoup moins imposante, du coup ça fait pas beau, parce que la tenue justement initiale de celui de Keaton est faite pour être imposante. Là, ça le faisait pas. Par contre, la tenue améliorée qu'il met à la fin, ça c'est génial. Elle est géniale parce que elle a un design qui est vraiment propre, il y a pas de copie par rapport au film précédent ou quoi que ce soit. Et elle va bien quoi, franchement elle le rend imposant justement ce Batman. Elle le rend imposant et c'est ce qui manque d'ailleurs au Batman en question. Et le problème c'est que malgré cette tenue imposante, en plus il arrive à garder des combats très acrobatiques. Donc clairement cette tenue améliorée, moi je l'ai beaucoup aimée par rapport à la tenue améliorée d'ailleurs qu'on avait dans Batman et Robin qui elle était vraiment dégueulasse. Mais franchement la tenue améliorée de ce Batman est vraiment sympa. Donc comme je le disais en début de vidéo, le thème musical du film et aussi de Batman par conséquent amplifie je trouve la prestance de son personnage. Maintenant il y a quelque chose qui est un petit peu un point faible, c'est qu'en fait en réalité on le voit pas tant en tenue de Batman, notre cher Val Kilmer. Il est beaucoup plus en Bruce Wayne, on le voit très rarement Batman en réalité en action dans le film. On le voit au début, après on le revoit très rapidement, en fait on le voit dans des petites scènes, mais ce que je veux dire c'est que sur le temps d'écran, je pense pas qu'on voit tant que ça Batman. En tout cas c'est le sentiment que le film fait ressentir. Batman on le voit vraiment très rarement. Et alors c'est un point fort comme un point faible. Le point fort c'est le fait de le voir très rarement, du coup ça amplifie ses arrivées, surtout que franchement pour le coup, Schumacher pour lui faire des entrées stylées, il est fort.
Les entrées de Batman en action ou quoi que ce soit, elles sont vachement bien mises en scène. Mais Schumacher avait vraiment des bonnes idées de mise en scène dans ce film, et j'en parlerai un peu plus tard. Mais pour le coup, c'est vrai que les entrées ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'on le voit, en fait, c'est tellement, j'ai envie de dire, puissant, et le fait de pas avoir une overdose de Batman à l'écran, ça permet justement de profiter du moment. Le problème, c'est que du coup, sa personnalité derrière la cape est pas tant développée que ça, et malheureusement, il va avoir une relation avec le personnage de Nicole Kidman, et franchement, quelle catastrophe quand il est en Batman. Quand il est en Bruce Wayne, la relation, elle est beaucoup plus soft, beaucoup plus naïve, donc ça passe mieux à l'écran, mais quand il est en Batman, mon dieu, quelle catastrophe. Nicole Kidman, alors j'en parlerai après de son personnage, mais grosso modo, dans la relation, c'est juste une fille facile, il y a vraiment pas plus ni moins à dire, et je pèse mes mots pour éviter d'être censuré, mais clairement, la première scène où elle voit Batman, la première fois de sa vie, elle est déjà là, elle est en chaleur quoi concrètement, elle le voit une deuxième fois, elle fait exprès d'ouvrir son décolleté, enfin, c'est une catastrophe, la relation amoureuse est une vraie catastrophe. Et quand on connaît le talent de Nicole Kidman en plus de ça, on se dit mais pourquoi une actrice aussi forte se retrouve à jouer un personnage aussi faible quoi scénaristiquement. Mais bref, passons. Le problème, c'est que cette relation, pour Batman, elle est importante parce qu'elle est censée faire évoluer sa psychologie. Comme je l'ai dit, le personnage de Val Kilmer est quand même très torturé. Plusieurs fois, il remet en cause sa personnalité de Batman et sa personnalité de Bruce Wayne. Il n'arrive pas réellement par moment à faire la part des choses. Et franchement, la relation aurait dû être là pour justement permettre de faire évoluer la situation. Alors, elle le fera, mais le problème, c'est que comme je l'ai dit, elle est tellement mal écrite que l'impact, en fait, pour le spectateur, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, ça... franchement, c'était pas une belle relation amoureuse. Et maintenant, Val Kilmer en Bruce Wayne, franchement, je trouve qu'il est vraiment excellent dans le rôle pour le coup. Là, il y a vraiment rien à dire. Il ressort beaucoup ce côté playboy, qu'on ne ressort plus trop d'ailleurs dans les films dernièrement Batman. Bruce Wayne, c'est vrai qu'il est souvent décrit comme un playboy milliardaire. Là, pour le coup, on l'a ce côté playboy. Il sort par contre du cadre du gars aux cheveux noirs, très ténébreux ou quoi que ce soit. Val Kilmer, là, il est beaucoup plus pétillant à l'écran, même s'il a cette torture, et ça c'est grâce au talent de l'acteur. On arrive à avoir ces scènes de torture qui sont vachement intéressantes, et encore une fois, Joel Schumacher, il va vraiment bien les mettre en scène. Ces fameuses scènes de flashback, où il raconte ses traumatismes, où il les revit, etc., elles sont vraiment bien réussites. Mais encore une fois, je pense que Schumacher a vraiment eu des belles idées dans ce film, et après de toute façon, il aura le droit à son petit point aussi, il faut aussi parler de lui. Mais clairement, le Batman et le Bruce Wayne, pour moi, sont vraiment bien réussis. Ce qui, en plus, est vraiment bien fait, c'est la relation entre Bruce et Dick Grayson. Alors pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui est pour moi porté par les deux acteurs, parce qu'en soi, les dialogues entre les deux, quoi que ce soit, sont bons, mais c'est pas transcendant. Ce qui est vachement sympa, par contre, c'est de voir souvent Bruce lui faire justement des leçons de morale, littéralement, à Dick Grayson, en lui disant qu'il ne faut pas tuer, etc. Et vraiment, ça apporte une certaine psychologie aux deux personnages. Mais là où c'est vraiment très fort, c'est que l'alchimie entre Val Kilmer et Chris O'Donnell est vraiment bonne à l'écran. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a, je trouve, quand on regarde le film. Et Chris O'Donnell, d'ailleurs, dans le rôle de Dick Grayson Robin, c'était un casting parfait pour moi. C'est un casting parfait, il a la gueule de l'emploi, il joue très bien le personnage, il fait bien ressentir les émotions, franchement, il est à fond dans le truc et ça marche bien. Ce qui est dommage, en fait, c'est de se dire que le personnage va être complètement détruit dans la suite, clairement. Mais franchement, il était très bien, Chris O'Donnell, dans ce rôle. Et en plus de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que forcément, vous voyez l'origine de Dick Grayson, finalement. C'est-à-dire qu'il est là, en train de faire ses acrobaties dans son cirque, etc. Doubleface arrive, il va tuer ses parents. Donc la quête de Vendetta va arriver, Bruce va le recueillir. Sauf qu'au début, il n'y a pas trop cet aspect où Dick veut vraiment rester avec Bruce. Au fur et à mesure du temps, ils vont apprendre à s'aimer, entre guillemets, et devenir partenaires, malgré les différentes... tout le fait en fait que Bruce ne veut pas. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vrai que c'est la personnalité de Batman, finalement. Il ne veut pas que Robin prenne trop de place, et au début, il veut pas de partenaire non plus. Et c'est quelque chose qui a vachement été bien mis en avant dans ce film. Et pour revenir aussi sur Batman et son stuff, ce que j'ai aimé concernant ce film, c'est qu'on voit déjà pas mal de gadgets, et ça c'est sympa, mais ce que j'ai adoré par contre, c'est le design de sa Batmobile. Encore une fois, très cartoonesque, très haut en couleur, j'ai envie de dire. Mais il est très bon ce design. Soyons honnêtes, moi je trouve que franchement c'est un design, il ne m'avait pas marqué à l'époque, très honnêtement, mais là en le revoyant à l'écran, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, et en plus les scènes en Batmobile, elles ont de la gueule aussi. Franchement, faut dire ce qui est, ça a de la gueule, et c'était vraiment très cool à voir. Moi je trouve quand même qu'il y a vraiment eu des belles choses et des bonnes idées, comme je l'ai dit.
Et Dick Grayson, bah franchement, il a aussi cette évolution que je trouve sympa, parce que quand il est acrobate, il a cette tenue un peu classique de Robin, c'est-à-dire rouge et verte, etc. Donc il y a un petit foreshadowing assez sympa. Sa tenue finale, elle est sympa aussi. En fait, ce qui me gêne dans les deux tenues, que ce soit celle de Batman ou celle de Robin, c'est les fameux tétons. Ça, par contre, je trouve ça d'une débilité absolue, et je trouve que ça flingue un peu le truc, parce que clairement, sinon, les tenues, moi, je trouve que pour les deux protagonistes, c'est carré. Franchement, c'est carré. Là où la relation entre Bruce et Dick est vraiment sympa, je trouve qu'il y a vraiment un triangle de très bonne relation, c'est aussi avec Alfred. Alfred, que ce soit pour Bruce ou bien pour Dick, est encore un bon mentor en fait. Et il est joué en plus par Michael Gauss, qui est quand même historique dans ce rôle, j'ai envie de dire. Il l'a joué dans les deux premiers, il le joue dans celui-ci, et il est aussi dans Batman et Robin. Donc franchement, ça fait plaisir de voir d'ailleurs Michael Gauss, mais ce qui franchement est vraiment cool à l'écran, c'est l'alchimie des trois personnages qui marche vraiment très bien. Et franchement, c'était quelque chose, je trouve, qui était vraiment aussi passé sous les radars à l'époque. Maintenant, parlons de Nicole Kidman. C'est vrai que j'ai parlé de son personnage tout à l'heure. Son personnage est une fille facile. C'est le cliché de la fille facile, en fait. Elle va se jeter dans les bras de Batman sans savoir que c'est Bruce. Elle va se jeter dans les bras de Bruce sans savoir que c'est Batman. C'est une catastrophe. Son personnage, c'est juste une catastrophe. Franchement, il n'y a pas grand-chose à en tirer, je trouve, à part qu'elle est là pour, comme je l'ai dit, faire la fille facile. Et c'est vachement dommage, parce que de base, c'est quand même une docteure en psychologie. Elle veut étudier la psychologie de Batman, etc., voir si il a pas des problèmes mentaux et tout ça. Ça allait vachement dans justement dans la lignée du film, un peu torturé, etc. En fait, c'est un peu un personnage qui aurait pu être un vrai diamant, mais au final, bah, ça ne l'est pas du tout. C'est un personnage qui est complètement raté, qui est cliché. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Franchement, c'est pas bon. En plus, je trouve que, très honnêtement, l'alchimie avec Val Kilmer, c'est pas plus que ça. Très honnêtement, c'est pas plus que ça. C'est pas crédible. Enfin, ouais, non. Franchement, ce personnage, il est vraiment pas bon. Je pense que la relation, elle est vraiment ratée. Mais vraiment, c'est un raté complet. Et c'est hyper dommage, parce que, encore une fois, le film aurait dû avoir un côté beaucoup plus psychologique. Alors, est-ce que ça fait partie des cuts imposés par la Warner? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, ça fait vraiment un concentré de clichés vraiment pas terrible. Et maintenant, parlons du principal accusé de tous ces échecs Batman, Joel Schumacher. Dans ce film, très honnêtement, je trouve que c'est dur pour lui, parce que il a fait des bonnes choses en réalité. Il a proposé des choses qui étaient intéressantes. Il a quand même fait des belles idées de mise en scène, notamment sur le moment où Batman va défaire Nigma. Je trouve que la scène est vachement bien mise en scène. J'aime beaucoup aussi la scène où Dick Grayson va sauver une fille de différents criminels de Gotham, et j'en parlais tout à l'heure, des criminels qui sont habillés, si vous voulez, dans les carnavals Los Muertes, là, dans la culture hispanique. C'est vachement intéressant, ils sont habillés tout en fluo, ça donne un beau combat, c'est des beaux visuels, franchement c'était très sympathique. La scène parfaite pour moi de ce film, c'est la scène du cirque, où les Grayson vont subir le drame, surtout Dick notamment, et puis vraiment on est dans une scène où, comme je l'ai dit, c'est bien filmé, les acrobaties sont vraiment bien faites, on sent vraiment la tension, l'environnement est vraiment cool, la réaction des personnages est bonne. Franchement, c'est pour moi la scène parfaite de ce film. J'ai beaucoup aimé aussi les différentes scènes où Bruce va expliquer l'impact de ce qu'est être Batman psychologiquement, et justement on voit ce fameux plan qui est devenu mythique de la chauve-souris qui plonge vers le spectateur, et d'ailleurs qui dans le film de Schumacher, la Schumacher Cut, il y a vraiment une scène où la chauve-souris se colle à lui, et puis on voit Bruce qui, entre guillemets, l'embrasse si vous voulez, et j'ai trouvé que c'était dommage d'ailleurs qu'on le voit pas dans le cut final, mais la scène est belle, et elle est mythique surtout, ce plan de la chauve-souris comme je l'ai dit qui va vers la caméra et le spectateur, c'est un plan mythique. Les différentes entrées de Batman, j'en parlais, mais elles sont vachement bien mises en scène aussi, j'ai beaucoup aimé aussi ce moment où il va sortir des flammes complètement, enfin on a vraiment quelque chose de très iconique je trouve, et en plus de ça derrière il va se faire avoir quand même par Doubleface, mais il va être sauvé par Dick Grayson, et je trouvais vraiment ces scènes vachement bien mises en scène en fait, hein. Clairement il y a rien à redire là-dessus, et même la scène finale où on voit Val Kilmer, enfin du coup Batman et Robin qui courent vers le spectateur avec le logo Batman en arrière-plan, ça fait cliché mais ça marche en fait. Ça marche, franchement je trouvais que c'était vachement bien, et qu'avec une bonne suite ça aurait pu donner un univers, alors certes un peu décalé de Batman, mais ça aurait clairement pu faire le mix entre la série des années 66, sans pour autant partir dans le what the fuck de trop, et le côté très sombre et sérieux de Tim Burton. Donc franchement c'est assez dommage d'ailleurs que Batman et Robin s'est complètement foiré et est devenu un nanar intergalactique, mais franchement il y avait des bonnes idées de mise en scène je trouve de la part de Schumacher dans ce film, et la réalisation dans sa globalité n'est pas mauvaise, c'est pas mauvais.
Faut être très honnête là-dessus, ce n'est pas si mauvais que je le pensais, même dans mes souvenirs ou quoi que ce soit. En fait, le problème de Batman Forever, c'est que il va subir aussi un petit peu la réputation de son successeur Batman et Robin, qui est un nanar complet, un échec total sur tous les points possibles et imaginables. Mais là, pour le coup, Batman Forever a tout de même quelques points forts. Mais alors, à travers toute cette vidéo et tous ces différents points, est-ce que la réévaluation de Batman Forever est justifiée ou non? Est-ce un bon film ou non? Avant d'y répondre, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et ma réponse est la suivante. Ce n'est pas un bon film dans le sens où si on se base sur les précédents, ou si on se base sur la suite, notamment avec la trilogie Dark Knight, The Batman, c'est pas le meilleur d'entre eux, on est bien d'accord. Cependant, ce n'est pas un si mauvais film qu'on ne le pense. Le problème aussi, et j'ai envie de dire l'avantage du film en même temps, c'est que le fait que son successeur soit pourri, ça ternit sa réputation, mais surtout, ça permet aussi de le rendre plus acceptable. Forcément, on se dit que le prochain est une pourriture absolue. Quand on voit celui d'avant, on va se dire « Ah, c'était pas si mal ». C'est un film qui a été gâché par son studio. Parce qu'on voit clairement l'aspect très psychologique qui voulait être mis en place, qui a été complètement cut. Et franchement, c'est vrai que je comprends mieux par contre les demandes de release de la Schumacher Cut, bon, qui n'arrivera malheureusement jamais. Mais en tout cas, c'est vrai que cette Schumacher Cut, elle aurait dû être vachement plus intéressante et plus horrifique même, hein, c'est clairement le cas. Certains qui avaient pu la voir sur des leaks ou quoi que ce soit avaient pu témoigner de la chose, et que c'était beaucoup mieux, et je veux bien le croire, parce que Val Kilmer, en tout cas, est un acteur qui peut jouer des personnages très torturés, hein. On l'a vu dans ses différents films, lorsqu'il a joué Jim Morrison, lorsqu'il a joué différents personnages très complexes, et franchement, malheureusement, ça a été complètement cut. Donc franchement, le film, sur la finalité, c'est un très bon divertissement, ça je le dis pas, c'est un très bon divertissement. C'est pas un grand film Batman, c'est un bon film Batman. Par contre, il faut être honnête. Et le fait que les deux antagonistes principaux soient ratés, forcément, dans un film de super-héros, ça tue. Ça tue tout, en fait. Ça tue tout et c'est vachement dommage. Je pense, par contre, vous remettez le même film, vous changez les antagonistes en faisant des personnages quand même plus approfondis, plus sombres, vous avez quelque chose de sympa. Et je pense que vous castez jamais Jim Carrey, mais ça, il me semble que c'était une volonté de la Warner Bros à l'époque, parce que Jim Carrey, dans les années 90, c'est l'acteur en vogue, c'est l'acteur que tout le monde veut, donc forcément, c'est du box-office, mais malheureusement, là, c'est pas possible dans ce film. Dire qu'il est bon, pour moi, c'est juste un manque d'objectivité énorme. Donc ce film a par contre sa propre patte, il a son propre univers, il est très cartoonesque, il n'a pas mérité d'être autant haï à l'époque, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, j'ai pris du plaisir à revoir ce film, c'était un bon divertissement, on ne s'ennuie pas, les scènes d'action, comme je l'ai dit, sont vachement spectaculaires et très généreuses, il y a des bonnes choses aussi dans le récit, mais malheureusement, comme je l'ai dit, faute de Warner, faute de Schumacher, je sais pas trop, ou un peu la faute des deux. En tout cas, le film malheureusement laisse un goût d'inachevé, et c'est sur ça que je conclurai la vidéo, c'est un film inachevé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à me dire en commentaire votre avis sur ce format, et aussi sur le film du coup. N'hésitez pas à activer la cloche, c'est hyper important pour me suivre vraiment et avoir les notifications quand je sors une vidéo. Suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Louitos et salut à tous.